Salut les amis, écoutez, je vous retrouve toujours pour le réglage de l'autofocus autofocant. Voilà, c'est fait et je vais apparaître comme tous les dimanches. Salut les copains, salut les amis, je vous oublierai jamais. Me voilà, et bien écoutez, cette semaine, dans ce JT du grenier, nous allons parler pénurie, forêt, bois, bref. Comment la France se fait bouffer, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Et en ce jour d'élection, c'est important, en dehors de tout le brouhaha médiatico-politico, financiero, ce que vous voulez, il est important de revenir à certains fondamentaux, comme on peut dire chez nous les footeux. Alors, les fondamentaux, c'est quoi? C'est que vous le savez, vous en entendez de plus en plus parler, vous avez cette petite musique qui joue, c'est la musique des pénuries. Pénurie à tous les niveaux. Pénurie de BA13, pénurie de matières premières, pénurie de semi-conducteurs, pénurie de bois, pénurie partout, et avec de plus en plus d'effets sur les productions, sur les entreprises, sur l'emploi, sur l'activité, sur la disponibilité des produits. Alors, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il? En fait, encore une fois, regardez, là je vous ai sorti quelques petits articles, mais c'était juste pour illustrer le propos. Face à la pénurie de semi-conducteurs, la vieille Peugeot 308 ressort les compteurs à aiguilles, le Parisien, ça je ne sais plus dans quel canard c'était, mais enfin vous le retrouverez. Agroéquipement, les industriels sont confrontés à une pénurie de matières premières. Partout, que ce soit pour les pneus, pour les tracteurs, enfin pour les très gros tracteurs ou les grosses moissonneuses batteuses, ou que ce soit les semi-conducteurs qui manquent pour les compteurs digitaux de nos voitures, ou que ce soit pour même commander un utilitaire, pas avant 2022 pour un utilitaire chez Renault avec un GPS. Attention, si vous voulez un GPS pour votre chauffeur, machin, etc., c'est pas avant 2022, et encore, c'est pas garanti, on n'en sait trop rien. Voilà, donc c'est à tous les niveaux, isolants, etc., partout, nous avons à faire face à des pénuries. Alors, comment expliquer cela? On va y venir, parce que avant d'expliquer cela, il y a surtout 3 mesures que vient de prendre le gouvernement. Attention, accrochez-vous, mesdames et messieurs, attention, le gouvernement a parlé, le gouvernement agit, le gouvernement est vraiment mobilisé pleinement avec l'ensemble des services de l'État. C'est ce genre de communiqué auquel nous avons droit, quel que soit le sujet. L'ensemble des services de l'État sont pleinement mobilisés au service de l'ensemble des acteurs de la filière, avec les représentants dans la concertation. Enfin, vous savez, c'est les mots-clés. Voilà, c'est assez drôle, et donc ça marche avec tous les sujets, le Covid, la pénurie, la délinquance, le machin, mobiliser l'ensemble du gouvernement, acteurs, machin, voilà, ça marche tout le temps. Il se passe rien, donc là, attention, pardon, excusez-moi, il se passe vraiment des choses. La mise en place d'un comité de crise. Voilà. Donc les gars, on est en crise, que fait-on? On fait un comité de crise, super. Et qu'est-ce qu'on fait dans le comité de crise? On réunit l'ensemble des acteurs de la filière dans une concertation, avec la mise en place d'une médiation de filière. Voilà, donc on fait aussi une mise en place de médiation de filière. Je rappelle, Batiweb, pénurie de matières premières, le gouvernement annonce 3 mesures. Attention, c'est du lourd les gars. Mise en place donc d'un comité de crise et mise en place d'une médiation de filière. Alors là, je pense qu'effectivement, la médiation de l'ensemble des acteurs avec les têtes de réseau, avec évidemment l'ensemble de la filière ou des filières concernées par les pénuries sous l'égide du gouvernement et de l'ensemble des acteurs, nous allons donc faire des médiations entre nous. Bon, on peut médiationner ce qu'on veut. Quand il y a des pénuries, il y a des pénuries. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est pas Pec Citron, c'est pas quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ah, il y a quand même une vraie information dans tout ça, et une vraie mesure parmi les 3. C'est l'activation de la clause de force majeure, c'est-à-dire que les pénuries, c'est le théorème Pec Citron mais inversé. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, sauf que là, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Du coup, évidemment, il ne peut pas y avoir de pénalité de retard. Et donc, le gouvernement active la clause de force majeure pour que les entreprises qui ne peuvent pas respecter les délais ne soient pas pénalisées. Et donc, je vais un tout petit peu plus loin après avoir été perfide et m'être moqué de nos mamamouchis et de notre gouvernement.
La médiation de filière, elle a à voir évidemment avec la gestion des retards au sein de la filière, c'est-à-dire que vous avez un grand donneur d'ordre que je ne nommerai pas, comme Nexity ou ce genre de choses. Vous savez, des grandes entreprises qui font appel à des sous-traitants, par exemple dans le BTP, mais c'est valable pour tous les secteurs. On peut l'imaginer dans l'automobile avec Stellantis, ex-PSA, ou Renault qui aurait leurs sous-traitants, puis les sous-traitants ne peuvent pas livrer. Bon, bah, dans ce cas-là, il y a des médiations de filière sous l'égide du gouvernement, des acteurs qui se réunissent dans la concertation, blablabla, pour éviter qu'évidemment on impose trop de pénalités à des petites boîtes qui ne pourraient pas les payer et qui du coup mettraient la clé sous la porte et donc feraient augmenter le chômage. Donc paroles et paroles et paroles, le gouvernement ne peut pas évidemment imprimer ni inventer des semi-conducteurs, pas plus qu'il ne peut faire livrer du cuivre ou des rouleaux de cuivre qu'il n'aurait pas acheté auprès de fournisseurs qui n'en ont pas, au plombier du coin qui lui en a cruellement besoin pour pouvoir réparer vos tuyaux qui sont en train de fuir. Voilà. Mais les amis, c'est pas parce que le gouvernement peut pas faire ça qu'il peut pas faire d'autres choses. Et donc Marc Aurèle, empereur romain, ça ne nous rajeunit pas, c'était il y a quelques siècles, n'est-ce pas, mais également philosophe et esprit très brillant, disait que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Et c'est évidemment cette phrase de Marc Aurèle que je choisis pour illustrer un petit peu tout ce raisonnement, tout ce propos et toute cette analyse de nos pénuries. Eh bien, c'est évidemment le cœur de l'action publique, c'est-à-dire que l'action publique, elle est à la fois démunie et munie, c'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels le gouvernement, nous, collectivement, les Français, nous ne pouvons rien faire, et puis il y a d'autres choses sur lesquelles on peut agir. Et donc évidemment, il faut être capable de distinguer les deux choses et donc de se focaliser sur les leviers d'action que nous pouvons avoir là où nous pouvons les avoir, et puis sur ce que l'on ne peut pas changer, eh bien, il va falloir le supporter. Et donc le supporter, quand on raisonne au niveau d'un État, d'un gouvernement ou d'une population, ça veut dire s'y adapter et s'adapter à la nouvelle réalité qui peut être parfois inconfortable, mais enfin, il faut s'adapter. Donc il faut s'adapter à ce qu'on ne peut pas changer, et puis il faut changer évidemment ce que l'on peut changer. Alors qu'est-ce que l'on peut faire, ce contre quoi on ne peut rien, voilà, hein, donc c'est là la distinction. Eh bien, tout n'est pas la faute du gouvernement, de celui-ci comme des autres, il y a des choses qui s'imposent à nous, ok, on a tous compris, quand il n'y a plus de cuivre, il n'y a plus de cuivre, ou si on ne veut plus vous vendre de machin, mais on ne veut plus vous vendre de machin. Et donc, qu'est-ce que vous avez comme possibilité pour vous procurer du machin qui vous manque, ou comment vous pouvez vous en passer? Alors, pour vous procurer du machin qui vous en manque, vous pouvez faire comme nos amis américains en Irak en 2003, hein, qui ont décidé d'exporter la démocratie aux Irakiens et surtout d'exploiter leur pétrole. Donc quand il vous manque du pétrole, par exemple, vous pouvez aller faire une guerre si vous avez suffisamment de porte-avions pour aller le voler, pour aller apporter la démocratie au pays qui en a trop et pourrait vous en vendre un petit peu, surtout avec un fusil sur la tempe. Vous pouvez évidemment, par exemple, donc, faire des stocks stratégiques, d'accord? La notion de stock stratégique, c'est vieux comme le monde. Rien n'empêche la France de créer des stocks stratégiques de cuivre pour les plombiers et puis pour tout le secteur du BTP. Rien n'empêche la France de constituer des stocks stratégiques de blé. Bon, de blé, on en cultive, hein, donc c'est plutôt notre blé qui est vendu pour que les autres constituent des stocks stratégiques. Mais finalement, si toi il y en a y avoir besoin de blé et que moi il y en a avoir besoin de ton cuivre, peut-être que toi et moi on va pouvoir s'entendre et peut-être que moi pouvoir échanger quelques tonnes de blé contre quelques tonnes de cuivre. Et donc ça aussi, ça se pense, ça se réfléchit, donc dans le cadre de négociations pour la constitution de stocks stratégiques. Vous avez la création de capacités de production et de relocalisation. Il est évident que si on laisse tout aux autres et qu'on ne pense pas notre indépendance énergétique, notre indépendance alimentaire, notre indépendance industrielle, eh bien nous serons soumis aux aléas internationaux. Vous pouvez penser à un protectionnisme
avec une fiscalité environnementale qui va prendre en considération quoi, la distance. C'est pas de ma faute moi si la Bretagne elle est plus proche que je sais pas moi l'Amérique latine et que du coup je vais pas imposer de la même manière la viande que je peux produire je sais pas moi en Auvergne avec la viande qui va venir du Brésil ou d'Argentine. Bon, si je mets 1 euro de taxe, allez, non, même pas, on va dire le prix de revient kilométrique, 50 centimes de taxe pour 1 kilomètre parcouru, bon, et que le veau argentin, il fait 10 000 km pour venir, bon, ça va coûter 5 000 euros le kilo, c'est pas de ma faute, moi, si c'est plus proche si c'est plus loin, que la Bretagne est plus proche, par exemple, ou l'Auvergne. Donc, on peut tout à fait imaginer avoir une fiscalité environnementale comme ça, voilà, vous avez tout à fait le droit de vendre votre bœuf argentin, hein, mais il sera taxé. Alors évidemment, c'est pas le chemin qu'on prend puisqu'on fait des accords de libre-échange pour pouvoir être envahi par le bœuf aux hormones américain, pour pouvoir être envahi par le bœuf argentin, par le mouton néo-zélandais. Bon, donc ça traverse la moitié de la planète pour qu'on puisse manger chez nous alors qu'on a des producteurs locaux qui ne sont plus compétitifs et on vous explique que quand même protéger l'environnement c'est vachement important. Hein, et puis là il y a Greta, le violon, machin, tout ça, les deux couettes là et puis ça vous fait des leçons en vous disant tout ce qu'il faut bien faire et surtout trier vos poubelles, mais bouffer de l'agneau de Nouvelle-Zélande, du bœuf d'Argentine, de la banane de Côte d'Ivoire, de l'avocat d'Israël, de la mangue du Pérou, etc., etc., etc. Et on vient vous faire du quinoa de je sais pas trop où, et on vient vous faire la leçon sur l'écologie. Alors, protéger par exemple nos propres ressources aussi pour éviter l'export du peu qu'il nous reste et le négocier contre des contreparties. C'était un petit peu ce que je vous disais dans les stocks stratégiques. Quand on a quelque chose qui intéresse le voisin, eh bien, faut pas hésiter à le penser collectivement aussi, à le négocier. Des pénuries pour nous, mais pas pour eux justement. Et il faut que vous sachiez que les pénuries qui nous touchent, eh ben, elles ne touchent pas tout le monde. Elle touche essentiellement les pays occidentaux, ou les pays du G7, ou les pays, je sais pas moi, de l'OTAN, ou les pays qui sont proches des États-Unis. Je peux les nommer, hein, c'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est les pays européens, c'est le Japon. Voilà, d'accord? Donc tout ça c'est touché par les pénuries. Mais en revanche, vous voyez, là vous avez un article de Moto-Service, je sais pas trop quoi, qui vous dit « Marché des deux roues en Chine, pas de pénurie ». Et oui, en Chine, ils n'ont pas de problème pour fabriquer des motos, fabriquer des voitures, fabriquer des batteries. Ils ont absolument tout ce qu'il faut. Et pourquoi ils ont tout ce qu'il faut? Parce qu'ils constituent des stocks stratégiques, parce qu'ils ont une immense puissance évidemment industrielle et que ce sont les plus gros clients de matières premières et donc ils arrivent et puis en plus ils sont assis sur des milliards et des milliards de dollars de réserves de change. Donc que font-ils? Eh bien tout simplement ils font des stocks stratégiques, ils négocient des achats groupés majeurs, ils raflent tout ce qu'ils peuvent sur le marché des matières premières. Donc protéger ses intérêts, ce n'est pas faire la guerre à l'autre, c'est se mettre sans naïveté en position de défendre ses intérêts. Et évidemment, les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Il n'y a pas de pénurie en Chine, il y a des pénuries dans les pays occidentaux au sens large. Ce sont les effets aussi d'une stratégie chinoise, d'assèchement des marchés des matières premières, mais pas que, c'est évidemment pas la seule raison. Alors, je voulais m'arrêter sur l'exemple du bois français. Vous avez sur le site de la FNB, la Fédération Nationale du Bois, vous tapez dossier Chris Duchesne, vous pouvez tous aller consulter évidemment cette partie-là sur la Fédération Nationale du Bois, c'est un site tout à fait officiel, d'un organe professionnel, les acteurs d'une filière ensemble, vous savez, concertation, machin, tout ça. Et donc que dit la filière bois? Eh bien la filière bois, elle dit attention, 2 chaînes sur 3 vendues en Chine maintenant vendues de France partent en Chine. Les scieries de chêne fonctionnent maintenant à moins de 60% de leur capacité par manque de matières premières. Donc en fait, c'est toute la filière
qui est mise en difficulté, c'est plus de 200 000 emplois, et donc il y a déjà du chômage technique ou de l'activité partielle, parce qu'il n'y a plus assez de ressources et de matières premières pour alimenter la filière bois française et les scieries françaises, puisque tous les chênes français, ou presque, partent en Chine. Donc on envoie des troncs en Chine, et on retrouve du parquet, des machins, des trucs, et donc on rachète éventuellement une partie de nos chênes qui ont été transformés là-bas, quand ils nous reviennent, puisque la grosse majorité ne nous revient pas, et reste évidemment en Chine. Alors, comment ça se fait et comment se fait-il que le chêne français déchaîne les passions chinoises? Eh bien tout simplement parce qu'on est les derniers couillons à autoriser l'exportation de chêne en Chine. Tous les autres, eh bien évidemment, ont interdit l'exportation de chêne. Alors un pays hyper protectionniste comme l'Allemagne par exemple, voilà, qui n'est pas un pays européen, n'est-ce pas? Pas plus que la Croatie n'est un pays européen, pas plus que la Bulgarie, l'Albanie, la Roumanie, la Hongrie, la Russie, c'est pas un pays qui est dans l'Union européenne, on est bien d'accord, mais bon, l'Ukraine, la Chine, évidemment, qui interdit la propre exportation de ces chênes. De toute façon, ils ont tout coupé, ils ont même interdit de couper les chênes en Chine parce qu'il faut reconstituer les forêts chinoises. Le Gabon, le Brésil, la République démocratique du Congo, les Philippines, le Sri Lanka, la Biélorussie, le Cambodge, le Cameroun, le Canada, le Costa Rica, l'Équateur, Fidji, bref, vous avez toute la liste, les USA, la Nouvelle-Zélande et plus récemment, ces derniers jours, le Japon et la Turquie. Bref, il n'y a plus qu'un pays où on exporte encore nos chênes et donc on se fait évidemment dépouiller littéralement de nos forêts et c'est la France. Voilà, la France, on est toujours les dindons de la farce et les derniers couillons. Question, combien vaut le chêne français quand nous sommes encore les seuls à bien vouloir le vendre? Et donc non seulement on est les seuls quasiment à pouvoir alimenter les Chinois en chêne, mais surtout, on ne valorise pas le fait de leur donner nos chênes. Et donc ça, si on leur vend nos chênes, et bien soit on leur vend très très cher, soit on les échange contre autre chose. Après tout, on peut aussi faire du troc au niveau de l'État et considérer que on veut bien continuer à vendre nos chênes à la Chine, mais on veut que la Chine nous donne, je ne sais pas moi par exemple, des semi-conducteurs, enfin nous laisse acheter en échange des semi-conducteurs pour faire tourner nos usines PSA, Renault et autres. Voilà, donc nous n'avons plus de chêne, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de nos dirigeants, il nous reste tous les glands. Je suis sérieux quand je dis ça. Résumons. Les pénuries explosent dans le monde. Le Covid a bon dos et vous avez bien compris que le Covid n'a strictement plus rien à voir dans les pénuries actuelles. Quasiment plus rien. Voilà, je ne dis pas que ça joue pas un peu à la marge, mais enfin maintenant c'est marginal. Il se passe évidemment autre chose. Les pénuries vont devenir la crise des ressources et des matières premières. Bien évidemment, c'est beaucoup plus large. Cette crise sera beaucoup plus durable et beaucoup plus structurelle que ce qu'on peut vous dire pour le moment et donc ça aura évidemment un impact très fort structurellement sur les degrés d'inflation. Elle est multifactorielle et donc on n'est pas bien les amis. On n'est pas bien, mais alors que la force nous soit donnée encore une fois de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais surtout d'avoir la sagesse de faire la distinction entre l'un et l'autre. Toujours cette phrase de Marc Aurèle, elle est très importante parce qu'en conclusion, il faut s'adapter aux nouvelles réalités. Donc ça, c'est ce sur quoi on ne peut rien. C'est quoi? Eh bien, c'est la raréfaction des ressources. Structurellement, vous avez 8 milliards d'habitants sur cette petite planète. À partir du moment où nous n'exploitons pas encore les ressources d'autres planètes, nous avons des ressources limitées. Et donc forcément, il y a inévitablement une raréfaction des ressources et une nécessité de se partager les ressources. Alors soit on s'entretue pour accaparer les ressources de l'autre, soit évidemment nous les partageons. Comment peut-on les partager? Eh bien avec un mécanisme simple qui est le mécanisme du prix et de l'ajustement des prix. Donc je suis prêt à payer du chêne très cher pour en avoir un peu. Bon moi je peux pas payer du chêne très cher, donc je vais acheter du pain. Puis si j'ai pas les moyens, j'achèterai du sapin. Et puis si j'ai pas les moyens, j'achèterai du châtaignier. Enfin bon, que sais-je. Voilà, d'ailleurs c'est le pain qui est le moins cher, c'est pas le châtaignier. Bref,
Donc voilà, je vais m'adapter et donc vous allez voir, on va trouver ça super beau que d'avoir non plus des parquets en chêne mais des parquets en pin. Je vous assure, on va adorer le parquet en pin et puis on aimera de moins en moins le parquet en teck parce que le parquet en teck il va coûter de plus en plus cher. Donc finalement on préférera faire des terrasses en carrelage plutôt que faire des terrasses en bois exotiques qu'on ne pourra pas s'offrir par exemple. Donc on va évidemment s'adapter à des nouvelles réalités et donc il va falloir le supporter, il va falloir l'accepter et puis soit on le supporte et puis on est très en défensif, soit on est beaucoup plus offensif et puis on cherche de nouvelles solutions pour, je sais pas moi, si on veut quelque chose qui ressemble à du chêne, eh bien on peut avoir par exemple du synthétique et puis ce synthétique il peut peut-être ressembler ou avoir complètement l'aspect chêne ou du carrelage auquel on peut donner l'aspect chêne. Voilà, donc on peut avoir à la fois quelque chose de beau et d'élégant aux yeux mais avec une matière que l'on peut se procurer. Lutter pour protéger les intérêts de notre population de l'assiette à l'usine. Et ça, en revanche, quand je vous parlais des glands tout à l'heure qui nous dirigent, et je le pense vraiment, c'est que les glands qui nous dirigent ne pensent pas du tout aux intérêts de notre population, unie dans toute sa diversité. C'est pas la question. La pénurie, quand elle touche la France, elle touche la France des villes, des campagnes, des champs, des banlieues, de tout ce que vous voulez. Donc de toute manière, on est tous dans le même bateau. Et quand ça se passe pas bien ici, ça se passe pas bien ici pour tous ceux qui sont ici. Hein, donc évidemment, protéger les intérêts de notre population de l'assiette à l'usine, ça me semble du bon sens si on est en position de diriger, évidemment, de mener un peu le pays. Et donc on doit penser notre indépendance alimentaire, on doit penser notre indépendance énergétique, on doit penser notre indépendance d'emploi et donc de production. Donc l'usine, c'est quoi? L'usine, je mets dans ce vocable, mais vous l'aurez compris, c'est l'ensemble de l'activité de production. Et elle comporte quoi cette activité de production? Aussi bien un volet d'emploi, de travail, donner du boulot aux gens, qu'un volet d'indépendance, être capable d'avoir une production. Mais quand on a besoin de chaises, on n'est pas obligé d'attendre que les chaises elles viennent de Chine. Quand on a besoin de chaussures, on n'est pas obligé d'attendre que les chaussures elles nous arrivent de Chine, hein, et que le parti communiste chinois de Pékin ait décidé de filer 50 millions de paires de godasses aux Français pour qu'on puisse quand même marcher autrement qu'avec des pneus de chaussures à la place, avec des morceaux de pneus de caoutchouc recyclés à la place de semelles de godasses, quoi. Bon, donc si vous voulez, à un moment donné, il faut penser tout ça. Et tout ça, ça s'organise. Hein. Donc, alors avant, on avait le commissariat au plan. Vous savez, le commissariat au plan, aujourd'hui, c'est Bayrou. Bon, Bayrou, il n'a pas l'air de penser à grand-chose, en fait, et il n'a pas l'air de penser grand-chose. Si ce n'est qu'Emmanuel Macron est génial, bon, ça c'est super, il a le droit de le dire, il a le droit de le penser, c'est pas le problème. Mais moi, j'aimerais bien qu'il pense au commissariat au plan, enfin, France Stratégie, machin, tout ça, les intérêts de notre population de l'assiette à l'usine. Voilà, hein, donc on doit protéger les intérêts de notre population de l'assiette à l'usine. Et à partir du moment où on protège les intérêts de notre population de l'assiette à l'usine, ça veut dire qu'on remplit les assiettes parce qu'on donne du boulot aux gens. Et à partir du moment où les gens ils ont du boulot et à partir du moment où les gamelles elles sont pleines, eh bien je vous assure que dans un pays, les choses elles se passent forcément beaucoup mieux. Voilà, c'est pas parfait, c'est pas idyllique, il peut y avoir plein d'autres problèmes, mais en tout cas déjà quand on règle ces deux problèmes-là, on fait déjà œuvre utile pour la collectivité. Alors, pour bien comprendre un petit peu tout ça et tout ce qui se joue, pour mes petits abonnés chéris à la lettre stratégie, vous allez avoir au mois de juin, c'est-à-dire maintenant, très prochainement, dans les prochaines heures, jours, etc., les 6 raisons des pénuries. Donc comment on peut expliquer ces pénuries, d'où elles viennent, pourquoi elles vont être durables. Donc c'est ce que je vous explique là, les 6 causes majeures qui expliquent les pénuries, pourquoi cela va durer et devenir structurel, comment s'y adapter et évidemment anticiper les changements et gérer la raréfaction des ressources. Donc ça c'est un très très gros sujet et ce très très gros sujet, vous devez bien comprendre qu'en fait les pénuries égale ajustement par le prix. Pénurie égale ajustement par les prix, et donc qui dit pénurie et qui dit ajustement par les prix, vous l'aurez compris, et je suis sûr que vous finissez déjà ma phrase et que vous l'avez déjà fini, c'est l'inflation. Quand il y a un ajustement par les prix, vous avez inévitablement le retour de l'inflation. Ça va faire
agité le microcosme boursier et évidemment les marchés. Ça a commencé un petit peu vendredi, enfin ça a recommencé, hein, mais vous voyez bien que les marchés sont très sensibles à cette thématique de l'inflation. C'est logique, qui dit inflation dit augmentation des taux d'intérêt pour essayer de limiter l'inflation, mais c'est très complexe. Et sur de l'inflation importée par cause de pénurie, vous pouvez toujours augmenter les taux d'intérêt, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. C'est pas de l'inflation qui est liée à une dynamique économique trop forte, c'est de l'inflation qui est liée à une raréfaction des ressources. Et ça, c'est extrêmement structurel. Et je vous explique tout ça là-dedans. Donc n'hésitez pas à vous abonner évidemment à la lettre stratégie, insolenciae.com/boutique pour ceux qui veulent s'abonner à la lettre stratégie. Sinon, partagez cette vidéo, mettez-moi un gros doigt bleu de schtroumpf, le pouce vers le haut en disant ouais, cette vidéo elle m'a plu. N'hésitez pas évidemment à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, écoutez, je vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau JT du grenier sur un autre sujet qui, j'espère, vous intéressera aussi beaucoup. Mais suivez ces histoires de pénurie, c'est super important parce que ça va conditionner en grande partie le taux d'inflation que nous allons avoir. Et donc là, aujourd'hui, on parle de hausse de prix entre, allez, on va dire 5 et 15% en fonction des items. Si vous prenez de l'OSB en sortie d'usine, vous êtes à 200% de taux d'augmentation aujourd'hui, par exemple, sur certains panneaux OSB, hein, qui sont des panneaux en bois pour la construction. Voilà, il y a un vrai sujet de disponibilité, de prix. C'est pas un hasard et ça va durer. Salut les amis! Bonne semaine, prenez soin de vous, à bientôt.